Aujourd'hui, je vais vous présenter globalement les points à savoir et à prendre en considération quand on veut optimiser son site, ses contenus pour l'international. C'est ce bouton-là? Non. Ah, Philippe, là je vais avoir besoin de toi, s'il te plaît. Ok. Ça va, je vais faire avec les touches. Oui. Donc la problématique du SEO international, c'est tout d'abord de faire remonter la version souhaitée sur le moteur de recherche local. C'est également d'éviter que le contenu soit identifié comme du duplicate content. Donc entre de l'anglais et de l'allemand, ça ne va pas forcément poser problème, mais si vous ciblez la Belgique qui va avoir une partie qui parle en néerlandais, l'autre en français, vous pouvez vous retrouver avec du duplicate entre les sites si tout n'est pas bien implémenté. Et ensuite, donc on souhaite faire remonter la version locale. Donc, comment Google détecte le pays cible? Il y a plusieurs éléments qui sont pris en considération. Il y a effectivement le TLD, le top level domaine. Donc si vous êtes en .fr, .be, donc dans l'idéal c'est un signal fort, mais on verra qu'il y a d'autres solutions et qu'on n'opte pas toujours pour une structure avec un country code spécifique au pays. On peut définir les paramètres de ciblage dans les Webmaster Tools, mais pareil, ça s'applique dans certains cas, pas dans d'autres. La localisation du serveur, on en entend parler, mais c'est un critère qui n'est pas vraiment pris en compte par Google. Ils disent we try to not rely on the server location alone. Donc c'est bien écrit noir sur blanc que c'est pas un critère vraiment fort. Et ensuite vous avez bien sûr tout le contenu de votre site. Donc sur cette slide, je vais apporter une précision puisque Google m'a fait la surprise à J-1 de la conf de sortir une news sur la manière dont les sites étaient crawlés. Donc initialement, le Gbot, le crawl, a toujours une IP qui vient des US. Donc Google annonce il y a 1 ou 2 jours que ce n'est plus le cas, qu'on va avoir de la géodistribution et donc qui va pouvoir crawler le site avec des IP qui viennent de différents pays. Aujourd'hui, il ne mentionne pas quels pays sont concernés. Il cite l'Australie comme exemple dans son support en mentionnant que la liste n'est pas exhaustive. Et il va attribuer aussi maintenant des paramètres de langue qui jusqu'ici n'étaient pas déclenchés par le Gbot. Donc par exemple, si vous aviez un site qui servait du contenu différent en fonction de votre localisation, aujourd'hui Google va essayer de se rapprocher le maximum de la version que peut avoir l'utilisateur. Donc il va dire je viens avec une IP française et je parle français, voilà quelle version j'ai. Qu'est-ce qui se passe si je viens d'Afghanistan par exemple? On peut avoir le phénomène d'un site finalement qui servait 2 contenus différents en fonction des pays, et donc Google va essayer de reproduire au maximum ce que voit l'utilisateur. C'est un point qui peut être important parce que sur certains gros sites, parfois on peut voir le cas où on va whitelister les IP de Google. Et aujourd'hui, il va y avoir des nouvelles IP qui ne sont pas connues. Donc c'est important quand on travaille sur des gros sites ou quand on a ce genre de pratique de savoir qu'aujourd'hui, les IP Google vont être un peu différentes que celles connues jusqu'ici. Mais pour revenir à nos moutons, donc sur la structure différentes structures pour publier vos contenus à l'international. Donc vous avez 3 solutions. Vous avez donc le country code et TLD, les sous-domaines et les répertoires. En pratique, il y a des avantages et des inconvénients pour toutes les méthodes. C'est vrai qu'avoir un domaine
un TLD propre au pays, c'est une bonne solution. En l'occurrence, ça vous coûtera plus cher et derrière, l'infrastructure technique à gérer est un peu plus lourde. Les sous-domaines et les répertoires, ça s'avère plus simple à mettre en place. Et c'est vrai qu'on n'envoie pas forcément un signal aussi fort à Google et une confusion peut se faire entre est-ce que le FR correspond au pays ou est-ce qu'il correspond à la langue. Donc sur des pays comme la Suisse, le Canada, il peut y avoir une petite confusion à ce niveau-là. Donc tout est résumé sur le support Google et je ne rentrerai pas forcément dans les détails sur quelle solution il faut choisir, puisqu'on verra que de toute manière la solution que vous allez choisir va dépendre de différents critères qui vous sont propres à chacun. Donc, quelques exemples. Leboncoin.fr a fait le choix de vraiment créer finalement une marque pour s'implanter au Portugal et dans d'autres pays. Donc, on a vraiment une marque au Portugal et une marque en France. Effectivement, ce choix se justifie puisque c'est vraiment un site d'annonce locale, géolocalisé, donc il n'y a aucun intérêt pour un Portugais à avoir les annonces du site français. Il fallait que ça soit vraiment bien distinct. Sur Le Bon Coin, j'en profite pour attirer votre attention que si vous optez pour une marque et un domaine avec un TLD spécifique au pays, ça ne vous dispense pas de réserver votre nom de domaine que vous utilisez pour votre site principal avec l'extension du pays. Ici, leboncoin.pt a quand même été réservé, bien que c'est un nom de domaine qu'ils n'utilisent pas. Et c'est une précaution à prendre afin d'éviter toute confusion ou en tout cas un peu squatting de domaine. IBM, en l'occurrence, c'est un site qui va vendre des solutions, des services et des produits qui sont similaires dans l'ensemble des pays. Il a une problématique forte de cibler vraiment l'ensemble du monde. Donc, il fait le choix d'adapter en répertoire un pays, une langue. Donc un répertoire pour le pays et un répertoire pour la langue. Ce qui permet, voilà, par exemple, pour le Canada, on aura aussi le CA, mais on aura le répertoire EN pour la langue anglaise. Chose qui n'aurait pas forcément été possible, du coup, avec un sous-domaine. Les solutions, la solution que vous allez choisir va dépendre de vos objectifs, puisque si votre offre est semblable pour l'ensemble du monde, effectivement, un sous-domaine ou un répertoire, ça peut être approprié. En l'occurrence, vous pouvez avoir une offre qui diffère d'un pays à l'autre. Ça peut être pour des raisons légales, par exemple, jusqu'à peu de temps, vendre du foie gras en Californie, non, c'était niette. Donc, si vous vendez des produits du Sud-Ouest, vous enlevez le foie gras du catalogue. Donc, du coup, ça peut être pour des raisons légales, ça peut être pour des raisons de consommation. Aujourd'hui, on ne va pas forcément consommer, que ce soit les mêmes produits de consommation courante, ou même une même marque ne va pas forcément vendre les mêmes produits, elle n'aura pas les mêmes best-sellers. Donc, si votre offre est différente, on aurait tendance à recommander un code pays spécifique. Mais dans la vraie vie, ce qui va définir quelle solution vous allez choisir, c'est finalement votre budget, l'infrastructure qui est déjà existante chez vous et les ressources dont vous disposez. Donc c'est pour ça que sur la slide des avantages et inconvénients de chaque solution, je me suis pas étalé, dans le sens que finalement c'est vraiment la réalité qui va vous rattraper et qui fera que vous allez choisir tel ou tel choix. Donc à partir de là, l'idée c'est de savoir comment on va optimiser, peu importe la solution qu'on a choisie, mais comment on va optimiser ces contenus pour pouvoir faire remonter la bonne version du site sur le moteur de recherche local. Donc dans un premier temps, il va falloir se focaliser sur la manière dont on va expliquer à Google quelle version correspond à quel pays, quelle langue. Donc l'optimisation géotargeting. On a un attribut langue dans le doctype on voit parfois des confusions
en pensant que c'est un attribut qui est pris en compte par Google pour détecter la langue. Alors clairement, Google ne va pas tenir compte de cet attribut pour géolocaliser votre contenu, et encore moins des méta language et content. Donc s'il y avait des doutes, il n'y en a plus. Donc on a effectivement les outils dans les Webmaster Tools qui permettent d'indiquer à Google quel est le pays cible. En revanche, dès que vous allez travailler avec du sous-domaine ou du... dès que vous allez travailler avec un code pays spécifique, là, pas besoin de le renseigner, le pays cible est déjà identifié. Donc, si vous avez un domaine générique en .com ou .org, oui, c'est utile. Un sous-domaine, oui, c'est utile. Et par contre, si vous avez une structure par répertoire, vous ne pourrez pas utiliser les Webmaster Tools. Donc, je dirais la meilleure façon de permettre à Google d'identifier vos contenus, c'est d'utiliser l'attribut donc rel alternate avec la notation hreflang. Il peut y avoir des problèmes d'implémentation. Il faut bien garder à l'esprit que le hreflang a une notion de réciprocité, que j'arrive pas toujours à dire, mais aujourd'hui ça va. Donc du coup, si vous avez la page A qui pointe vers la page B pointe vers la page A. Sinon, ça vous remontera des erreurs. Donc, ça peut être implémenté dans le head ou aussi dans les sitemaps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on encourage grandement afin d'aider Google à identifier vos contenus avec le bon pays. Si jamais ça plante, dans les Webmaster Tools, depuis juillet 2014, vous avez quand même un rapport d'erreur. Donc ça va vous aider à comprendre quelles sont les pages sur lesquelles l'attribut est mal implémenté. Donc sur la partie technique, on a vu dans les grandes lignes les facteurs qui étaient importants à prendre en compte. Aujourd'hui, moi je travaille aussi sur tout ce qui est contenu, qui est une brique importante du SEO, et donc je vais aussi m'attarder sur traduire la traduction du site. Et on verra plus tard, au-delà de la traduction, on va parler d'adaptation linguistique, qui est finalement plus important et qui va envoyer des signaux forts à Google parce que vous allez respecter les codes du pays. Donc, la première étape, ça sera effectivement de traduire votre site. On peut se penser gagner du temps avec les traductions automatiques, voire du Google Translate. Très mauvaise idée. Ou confier la mission à un stagiaire qui a fait son stage de fin d'année en Argentine ou aux États-Unis. Mauvaise idée aussi. Il faut vraiment que la traduction, elle soit suffisamment qualitative, de la même manière que sur un site français, on vous recommande d'écrire du contenu, des vraies phrases, pas de faute d'orthographe, de grammaire et pas de bourrage de mots-clés. De la même façon, pour vos versions multilingues, il faut vraiment respecter la langue et la grammaire du pays. Si vous avez des pages sur lesquelles il y a du contenu traduit de manière automatique, Google recommande de bloquer ces pages dans le robot. Donc, la grosse reco, c'est entourez-vous de linguistes. C'est finalement un budget plus important, mais ça s'avérera payant. Alors, qu'est-ce qu'on traduit ? On va avoir dans un premier temps la version utilisateur, donc vous allez certainement penser à traduire bien sûr l'ensemble de vos contenus, vos fiches produits, vos articles, enfin tout ce qui vous semble évident. N'oubliez pas de traduire les devises. D'ailleurs, Google Analytics propose depuis peu un convertisseur de devises. Donc, c'est-à-dire que même pour vos sites multilingues, vous aurez toujours la conversion dans la devise qui vous arrange, même si vous avez un site où les prix sont exprimés en dollars. Donc, c'est quelque chose d'important et ça envoie un signal positif à l'utilisateur. Au niveau des formats, des horaires, par exemple, sur vos fiches magasins, adaptez-les en local. Aux US, en Angleterre, adaptez le format US pour la date, les horaires, on va parler en AM et PM, mais prêtez attention aux détails.
On voit parfois des sites sur lesquels le call to action n'est pas traduit, donc ce qui peut être assez étrange. Le call to action, non seulement il faut le traduire, mais il faut aussi l'adapter. Aux États-Unis, les call to action sont beaucoup plus agressifs que chez nous. Nous, on va mettre commander, payer. Aux États-Unis, ils sont un peu plus agressifs avec du buy now. Enfin, adaptez-vous. Et le point qui peut être omis, puisqu'il ne se voit pas tout de suite, c'est les messages de feedback. Quand il y a une erreur dans le formulaire, quand vous envoyez un mail automatique suite à une commande, pensez à le traduire. Ensuite, on va avoir tous les éléments qui vont être lus par les robots. Donc, je pense au meta-tag évidemment, le title qui peut paraître évident, ainsi que le HN, enfin HN, la métadescription. Mais alors, pensez aussi à l'optimisation de vos images, vos vidéos, vos noms de fichiers doivent être différents, doivent être adaptés à la langue. Les attributs alt sont aussi adaptés à la langue. Tout ça, c'est des signaux qui contribuent à bien aider Google à interpréter, à comprendre quel pays vous ciblez et quelle langue vous ciblez. Alors, la problématique des traductions des URL. Alors, on voit encore des sites, et pas forcément des tout petits sites comme Regus, qui est le premier, qui est leader sur la location de bureaux temporaires et il est implémenté vraiment worldwide. On voit encore ce problème d'URL qui ne sont pas traduites. Je ne suis pas en train de dire que le critère du mot-clé dans l'URL, aujourd'hui, c'est un critère très fort. Ça reste un critère de ranking parmi tant d'autres, c'est un signal en plus, et surtout d'un point de vue utilisateur, c'est nettement plus user-friendly. Et si vous comparez les deux URL, on a effectivement du Sarenza qui traduit l'ensemble de ces URL et qui est aussi implanté dans un bon nombre de pays, en tout cas au moins toute l'Europe. Et Regus, qu'on soit sur du .fr, du .ar, toutes les URL sont en anglais, donc pensez-y. Il y a un seul élément qu'on ne traduira pas, c'est la section langue, parce que sur vos sites multilingues, il est fortement recommandé de permettre aux utilisateurs qui seraient arrivés sur la mauvaise version de switcher sur la bonne version. Donc ayez toujours une section langue où vous présentez l'ensemble des pays sur lesquels vous êtes implanté. Là, on ne traduira pas les encres. Ça permet aussi de dire à Google cette page-là est dans telle langue, puisque l'encre de texte sera dans la langue cible. Donc, c'est le seul élément. Sinon, traduisez au maximum et traduisez de manière qualitative. On voit aussi parfois des sites sur lesquels les commentaires sont mélangés en différentes langues. Donc finalement, c'est des pages qui sont pas très bien géolocalisées, puisqu'on va avoir de l'allemand, de l'espagnol, de l'anglais, etc. Donc la problématique sur les sites de camping, elle est assez fréquente, parce que les Néerlandais sont des gros consommateurs de camping français, et c'est pas rare d'avoir finalement plus de commentaires en néerlandais que de commentaires en français, alors qu'on est sur la version française. Donc ce site, Yellow Village, ils ont pris le parti de toujours montrer au robot les commentaires dans la langue du pays cible. Donc sur le point ES, les robots identifient les commentaires en espagnol. En revanche, tout ce qui est commentaires en français, en anglais, etc., ils sont implémentés en JavaScript et du coup, ils n'apparaissent pas dans le code source. Bon, la problématique de est-ce que Google interprète le JavaScript, c'est pas le sujet, mais en tout cas aujourd'hui ça permet quand même d'avoir une page propre avec uniquement la langue du pays cible. Donc c'est astucieux. Ça va être pareil pour tous vos commentaires. Donc conclusion, les signaux linguistiques envoyés à Google contribuent à bien géolocaliser vos pages. Ne négligez pas la trad,
contextualisez vos encres de lien et entourez-vous d'une expertise SEO, mais aussi locale. Parce que traduire, c'est bien, s'adapter, c'est mieux. Ça sera l'objet de ma troisième partie. Donc là, j'ai pris un cas d'école sur lequel on a plusieurs problématiques. Donc aujourd'hui, l'offre Vuitton, globalement, est la même dans tous les pays. Mais ils sont obligés de s'adapter aux contraintes locales, puisqu'on va avoir des produits qui peuvent être importants en Asie et qui en France n'intéressent personne. Donc quel impact ça peut avoir? Dans votre maillage interne, forcément, votre maillage il est fait en fonction des pages que vous allez souhaiter pousser. Donc du coup, si vous adaptez la même structure de maillage pour votre site français et votre site pour la Chine, il y aura un problème parce que si ça se trouve, le sac à main Speedy qui est survendu en Chine et qui intéresse moins les Français aura finalement la même distribution de PageRank interne, alors que qu'il faut le mettre davantage en avant. Donc l'adaptation linguistique prend en compte. Il faut prendre en compte le moteur de recherche dominant, puisqu'effectivement on parle beaucoup de Google, mais à partir du moment où on traite des problématiques sur des grosses marques qui sont implantées vraiment dans le monde entier, et on a la problématique des pays où Google n'arrive pas premier. Donc notamment, on pensera tout de suite à la Chine avec Baidu, la Russie, où Yandex est quand même un moteur de recherche important. Et le Japon qui utilise Yahoo. Mais sur le Japon, je ne sais pas, peut-être Philippe ou Olivier, finalement Yahoo utilise le moteur de recherche Google. Voilà. Donc bon, moi c'est un moteur de recherche qu'on connaît bien. Ensuite, il y a la manière dont est perçu votre produit ou votre marque à l'étranger. Il faut vous renseigner parce que vous pouvez penser que soit vous êtes une grosse marque et vous pensez que votre marque est aussi connue que sur votre marché, votre cœur de marché, la France par exemple, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois vous avez des produits qui peuvent être méconnus de votre cible. Donc c'est vrai que le cas se présente plus quand on est sur des pays, quand on sort de l'Europe, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent les locaux, quelles sont les tendances locales par rapport à votre marque ou votre produit. Et ensuite il y a le vocabulaire et les habitudes de langue. Donc ça illustre un peu ce que je vous disais avant. Attention, on regarde dans les pays cibles, quel est le moteur de recherche principal? En Europe, clairement, c'est Google. Donc la perception du nom de marque ou du produit. Donc là j'ai pris l'exemple de la marque, puisque la problématique était de savoir comment était perçue cette marque. Le Vuitton pense que sa marque est connue parfaitement dans le monde entier. Et aujourd'hui on se rend compte que finalement sur Baidu, un des premiers résultats de recherche sur Baidu, c'est Louis Vuitton, comment prononcer. Donc c'est pas une information qui va nous servir vraiment pour le SEO. Cependant, c'est une information qu'on va remonter au marketing et à la com en leur disant attention, les Chinois, ils savent pas comment on dit votre marque. Donc ça peut être embêtant. Aujourd'hui, c'est vrai que le gros du business se fait en magasin et pas sur Internet, mais du coup, c'était important pour la marque de savoir que sur la Chine, on a cette problématique et qu'ils puissent communiquer aux Chinois. Pareil en Russie, ils écrivent la marque aussi bien avec un T que deux T. Donc finalement un caractère qu'on reconnaît assez bien. C'est une vraie problématique parce que quand vous dites à Vuitton on vous enlève un T, c'est une marque de luxe et clairement en termes de communication c'est pas possible pour eux. Donc du coup là j'ai pris l'exemple de cette marque parce que ça se prêtait bien au case study.
En revanche, j'ai eu le même cas avec un fabricant de produits laitiers, implanter le fromage en Chine, où là, ça se fait pas comme ça. Et dans les premiers résultats de recherche, les suggestions de recherche Baidu, la première suggestion, c'est le fromage, comment ça se mange. Donc du coup, attention, adaptez le discours, renseignez-vous. Ensuite, au niveau du wording, on peut avoir des choses bizarres. Pareil, ça c'est des linguistes qui vous le diront, et c'est pas forcément que des traducteurs. Parce que j'ai pris l'exemple de bijouterie. Finalement, c'est le même mot aux US et au UK, sauf que ça s'écrit pas de la même manière. Et on voit bien que si vous ne l'écrivez pas de la bonne manière, les volumes de recherche ne sont pas les mêmes. Donc vous allez vous couper d'un potentiel pour une histoire de 2 LE, quoi. Donc pas bon. Et oui, je suis désolée, j'ai laissé cette slide en anglais. Je vous invite à consulter Google Trends pour le moteur de recherche local que vous ciblez, qui vous donnera des vrais indices sur quelles sont mes opportunités, comment est perçue ma marque et comment je dois travailler mes mots-clés. Ici, on a l'exemple de Leather Tote, qui est sac fourre-tout en anglais, mais qui peut être traduit par shoulder bag. Et shoulder bag, en fait, est moins populaire que Leather Tote. Donc, finalement, au niveau de la reco-sémantique, c'est attention, on utilise ce mot-clé-là qui est plus populaire. Ensuite, vous allez avoir aussi les requêtes qui sont les plus tendances, qui enregistrent le plus de hausse. Et ce qui peut être intéressant, voilà, par exemple, Louis Vuitton loafers, donc c'est des mocassins, n'étaient pas du tout mis en avant au UK, alors que finalement c'est une tendance qui est forte. Et pareil, ça va avoir un impact sur la manière dont on va conseiller de construire le maillage interne. Donc, checker Google Trends. Voilà. Des questions ? Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas évoqué l'option CDN pour les sites qui sont présents en fait à l'international, pour optimiser justement la présence sur le web, accélérer le chargement par exemple de la première page, etc. Oui, alors la problématique des CDN, c'est justement pour ça que Google ne se base pas sur la location du serveur, puisque justement ils savent très bien que pour optimiser les performances, parfois il y a des CDN qui sont utilisés. Donc utiliser un CDN, c'est pas un problème, c'est souvent pour héberger des contenus images, etc. Mais ça vous dispense pas d'optimiser les haltes de vos médias, et ça vous dispense pas d'implémenter du hreflang et d'appliquer en fait ces différentes optimisations qu'on a vues au cours de la presse, même si vous utilisez un CDN. Et ça pose pas de problème à Google en tout cas. Que vous ayez un CDN hébergé, je ne sais où. D'autres questions? J'arrive après. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aimerais savoir si vous pensez qu'un même contenu peut être utilisé sur 2 sites différents, mais qui vont s'adresser, par exemple, à un public français, un public belge et un public suisse dans la même langue. Est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser sur les 3 sites les mêmes titles, les mêmes descriptions, les mêmes titres, les mêmes contenus? Est-ce que ça va être considéré comme du contenu dupliqué sur les 3 moteurs Google BE, Google CH et Google FR? Ou est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser le même contenu pour les 3 sites? Avec l'implémentation du hreflang, ça va, vous allez éviter que Google interprète ça comme du duplicate content. En revanche,
je recommanderais pas de faire ça parce que du coup, on a la problématique de l'adaptation locale. Or, même si on est voisins, on a des habitudes de langage qui sont pas les mêmes. Donc, même si je dirais que la grosse partie de votre contenu est similaire, identifiez chaque point que vous pouvez identifier. Donc, ne serait-ce que la devise en Suisse, par exemple. Bon, après, effectivement, s'il n'y a pas de devise sur le site, la question ne se pose pas. Mais dans ces cas-là, si vraiment vous avez revu votre contenu, que vous ne voyez pas de piste d'amélioration en termes d'adaptation locale, à ce moment-là, veillez à bien implémenter le hreflang afin que Google comprenne que vous ne vous adressez pas au même pays. Bonjour, c'est là. Bonjour. Sébastien Albert, Société Déclic Communication. D'abord une question très directe, je pense assez courte en réponse, et puis ensuite une petite réflexion, et je voudrais avoir votre retour d'information par rapport à ça. Première question, que pensez de nos clients qui souhaitent déposer des domaines en .eu? Comment aujourd'hui c'est traduit par Google? Alors, les domaines en .eu, je pense que c'est vraiment le parent pauvre du code country, parce que finalement c'est trop on s'adresse à qui et comment en .eu. Donc moi c'est pas un code country qu'on recommanderait. Après, est-ce qu'il y a une problématique spécifique derrière? Pourquoi avoir choisi du .eu? Et vous avez une problématique spécifique par rapport à ça? Oui, suivant les cas, il y a différentes problématiques qui existent, mais je pense qu'effectivement, il faut les analyser très en détail. La deuxième chose, c'est plus... je reviens sur votre exemple du camping, là, qui m'a interpellé. Vous expliquez que les Néerlandais, évidemment, peuvent déposer des commentaires en néerlandais sur des sites français. Et si j'ai bien compris, donc ce qui était préconisé, c'était de privilégier les commentaires en français. C'est ça? Enfin, dans la langue du pays. Ouais, bon, en prenant la France comme exemple. Alors, ce qui m'interpelle un tout petit peu, c'est que finalement, ce qui m'intéresse moi en tant que directeur du camping, c'est d'être visualisé par les Néerlandais. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est que le Néerlandais, même en tombant sur mon site en .fr, il puisse lire les bons commentaires des Néerlandais. Alors, effectivement, ça va dépendre d'où il fait sa recherche. S'il a fait de France, finalement, il est peut-être... déjà chez vous. Donc maintenant, quelle version va lui être servie en étant localisé en France? A priori, ça serait effectivement la version française qui ne comprendra pas, et il switchera sur la version néerlandaise via la section langue. Donc du coup, c'est quand même mieux de compartimenter. Par contre, s'il fait sa recherche depuis les Pays-Bas, si tout se passe bien, il va arriver sur le site en néerlandais. Et là, du coup, il aura les commentaires dans sa langue qu'il comprend. Et finalement, sa recherche d'hébergement, il est fort probable qu'il la fasse en amont de sa venue en France. Puis s'il a le site en français et qu'il le comprend, de toute façon, il comprendra les commentaires français. Oui, c'est pas faux, Priscillien. Bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir sur les moteurs de recherche. Donc je vais prendre un exemple. Donc par exemple Baidu, donc qui a un algorithme d'indexation, de référencement qui est différent de Google. Oui, tout à fait. Est-ce que l'optimisation sur ce moteur de recherche nécessite des compétences différentes d'un optimisateur sur Google? Ouais, c'est des compétences différentes. Aujourd'hui, Baidu prend en compte des éléments que Google prenait en compte il y a plusieurs années, mais on va pas avoir la même stratégie SEO sur Baidu, sur Yandex et sur Google. Récemment, par exemple, Baidu a ses spécificités, il prend encore en compte la balise Meta Keyword. Il y a aussi la spécificité du volume de texte, parce que les Chinois, ils adorent les pages avec plein de texte, alors que nous, en France, on essaye de faire plutôt, certes, du texte, mais que ça soit assez aéré. Les Chinois, il faut leur donner du texte. Et par exemple, sur Yandex, je sais pas exactement où
où est-ce qu'en est le déploiement, mais Yandex annonçait ne plus prendre en compte les backlinks. Donc aux dernières nouvelles, plus prendre en compte le volume de backlinks dans le classement des sites. Donc aux dernières nouvelles, a priori, seules quelques requêtes e-commerce étaient concernées et Yandex allait privilégier l'expérience utilisateur. Après, est-ce que tout est déployé et est-ce qu'il y a vraiment zéro prise en compte de backlink? Ça, je ne sais pas où ça en est exactement. Mais en tout cas, du coup, il y a des spécificités qu'il faut avoir en tête pour pouvoir savoir comment optimiser sa stratégie SEO, parce que ça ne sera nécessairement pas la même que sur Google. En fonction du pays cible, il faut choisir les ressources humaines les plus efficaces. Ouais, il y a vraiment une contrainte d'expertise locale et d'une expertise SEO. Et autant Yandex propose des Yandex Webmaster Tool en anglais, Baidu non quoi, tout est en chinois. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bon, Diane, éventuellement, tu peux poser ta question pour faire gagner un mug. Oh shit, attends, j'avais pas prévu ça. Ton micro est allumé? Non, attends, il faut que... Bon, je peux pas tout... Ah oui, ça y est, je l'ai ma question. Quelle est la suggestion de recherche, une des premières suggestions de recherche sur Baidu quand on tape Louis Vuitton? Bonjour, merci pour cette conférence, c'était génial. C'est comment prononcer Louis Vuitton? Ouais, c'est bon, validé.